Mais je cède volontiers ma place. Je ne sais pas si on les entend. Avant de commencer, il est très important que je vous dise merci. Merci de nous aider Merci aussi à vous. à faire ces rencontres. C'est important. Merci à toi, parce que Question ouverte pour commencer. On peut dire que tu es un psychanalyste freudien et lacanien. Eh bien, ouais, c'est pas réducteur. non, Beaucoup d'autres choses aussi. mais oui, il faut dire que je suis pas Jung. Attends, mais est-ce que moi je suis bien là? Est-ce que tu es bien? Ouais. On se tient comment? Parce que l'histoire, c'est qu'il faut quand même se tenir. Ouais, puis on peut pas prendre des notes en même temps. On ne peut pas prendre des notes. C'est mon stabilo. J'aime bien prendre des notes. Mesdames et messieurs, peut-être que les... Est-ce que tout le monde a un café, un thé, une chaise? Voilà. Il y a des places devant. Il reste quelques places devant pour ceux qui voudraient s'approcher, puisque c'est une discussion plutôt intime à laquelle vous êtes conviés. Donc n'hésitez pas à venir plus près de nous. Il y a plusieurs chaises. Voilà. 7, 8 chaises vides. 8 chaises vides. Ne soyez pas timide, on ne mord pas. Approchez, approchez. Bien. Alors, bienvenue à cette rencontre entre des gens que je ne vais pas vous présenter longuement, mais un homme de théâtre, Omar Porras, qui nous accueille chez lui, au TKM. Te quiero mucho, c'est bien ça. Je también. Et François Ansermet, psychanalyste, spécialiste de Freud et de Lacan, beaucoup d'autres spécialités aussi dans sa vie. Et puis, nous allons voir, voilà, c'est un peu la surprise, y compris pour nous, en fait, ce que le théâtre et la psychanalyse ont à se dire aujourd'hui. Donc on va, je pense... il y a un fil rouge, mais on verra si ce fil rouge se déroule comme prévu. On va parler, j'imagine, de ce qu'on voit au théâtre, la mise en jeu des corps, de la farce, de l'écriture, du rêve, de l'inconscient. Le théâtre comme maison de médecine, peut-être, nous verrons. C'est surtout à François et à Omar de dérouler ce fil. Et peut-être que je pourrais commencer par demander à François Ansermet, au fond, pourquoi est-ce qu'il est là pour Omar Porras? Alors pourquoi je suis là? C'est bien la question que je me pose juste à l'instant, devant vous. Hein? Pourquoi ai-je accepté cette proposition? Encore une erreur. Alors, au fond, théâtre et psychanalyse. Ce qu'on remarque d'abord, c'est qu'il manque un divan. Je l'ai fait enlever ce matin, justement. Oui. Il y en avait un l'autre soir, donc en fait, il manque un divan. Après, reste la question de savoir qui on met sur le divan. C'est-à-dire que je ne pense pas, dans cette situation, que ce serait Omar Porras qu'on mettrait sur le divan, mais plutôt moi-même qu'on mettrait sur le divan. Parce qu'au fond, la psychanalyse a beaucoup à apprendre du théâtre. On ne va pas faire de la psychanalyse appliquée pour disséquer les mouvements théâtraux mis en jeu par Omar Porras et le TKM et les textes qui sont interprétés. C'est plutôt ces textes, ce théâtre qui fait avancer la psychanalyse. Donc c'est ça qui, pour moi, est le point de départ. Ce n'est pas la psychanalyse appliquée au théâtre, c'est le théâtre appliqué à la psychanalyse. Tac, on bascule, de Omar sur le divan, c'est François sur le divan. Telle est la perspective. Et moi alors? Pardon. Non, mais Alors, peut-être un aparté. je vous écoute. Je vous écoute, parlez.
Oui, en plus, habituellement, le psychanalyste se tait, donc effectivement, Omar a tout de suite pris la bonne position. Alors bon, au fond, pour parler sérieusement, on est là pour parler du théâtre de Omar Porras, entre psychanalyse et théâtre, et au fond, on est dans le laboratoire d'Omar Porras. Pour moi, chacun de ces spectacles sont comme des expériences avec le corps, des expériences avec la parole, des expériences avec des textes. Donc, on est dans une perspective de recherche. Hein, c'est pas pour moi une perspective de maîtrise, c'est une perspective de recherche. Et ce que j'ai surtout envie, c'est d'entendre parler Omar Porras. Alors peut-être que je peux me tourner vers vous, Omar Porras, puisque quand on voit vos spectacles, quand on voit Scapin, le dernier, qui est actuellement à l'affiche, magnifique, ce qui frappe peut-être au premier chef, c'est la place absolument capitale du corps. C'est vrai de Scapin, je crois que c'est vrai aussi de vos précédentes mises en scène. Et j'aimerais savoir comment, si pour vous aussi, le corps est au centre. Vous collectionnez des grands textes, hein, ce sont de grands textes européens du théâtre classique, et pourtant, il me semble que c'est avec le corps que vous en parlez d'abord. Bien, bonjour à tout le monde et bravo parce que vous êtes très matinal. Vous venez à l'heure de la messe, au théâtre. Alors, c'est une question dont j'entends beaucoup dire, ah oui, Omar, ton théâtre est physique. Et je trouve un peu étrange, car tout théâtre est physique. Qu'on lise un texte ou qu'on dise un texte assis, il est physique. Bon, ton théâtre est corporel. Tout théâtre est corporel. Car il y a une présence, il y a un corps, il y a une carcasse. Mais ce qu'on oublie quand on pose cette question, c'est qu'il n'y a pas de corps vivant s'il n'y a pas de la vie, s'il n'y a pas de l'âme, s'il n'y a pas un état, s'il y a quelque chose, c'est quelque chose qu'on appelle l'esprit, il y a quelque chose qui nous émeut, qui nous stimule. Et donc c'est toujours ce conflit entre le corps et l'âme. Bien. J'ai dit aussi qu'on travaille énormément la relation du corps avec l'espace. La relation du corps que l'acteur doit avoir avec son soi, avec lui-même. La conscience qui fait que l'acteur reconnaît le fait qu'il est dans un instrument. L'instrument, c'est son corps. Et je travaille beaucoup sur le contenant. Le contenant, c'est le corps. Les contenus, après, pourraient être le texte. Et le texte prendrait la forme du contenant. Si je parle d'un acteur qui me vient comme ça à l'esprit, Alexandre Etève, qui est ici, qui joue le rôle de Sylvestre, sa virtuosité de ses gestes, sa rapidité, son éclat, sa présence, et elle est telle que ce contenant, son corps, il les gère, il les manipule, il dessine, mais à l'intérieur, il y a le texte, l'âme. Donc, c'est pour cette raison, et je pense que j'ai eu la chance, ou peut-être la curiosité, dès que j'ai commencé de très jeune à faire du théâtre, j'ai commencé à m'approcher de ces endroits où la manifestation théâtrale ou simplement la manifestation de la représentation avait un lien avec l'aspect rituel, la ritualité. Dans la ritualité, il y a un respect pour son corps, une reconnaissance de son corps, un entretien, un maintien et une relation avec l'espace, avec l'autre.
Et c'est de là où naît cette beauté, la beauté de l'œuvre théâtrale qui est aussi picturale. C'est lorsque l'acteur il est conscient de son instrument, il va le sculpter, il va le préparer. Raison pour laquelle j'ai commencé à approcher certaines traditions théâtrales, surtout orientales, comme le topeng à Bali, les formes de théâtre indiennes comme le kathakali, les kalaripayades, au Brésil, la capoeira, etc. Au Japon, toutes ces formes m'ont attiré. Donc, la relation au corps, elle est extrêmement ancrée, elle est profonde, elle est enracinée déjà, même dans les entrailles invisibles d'un texte. En fait, le corps est un langage. Le corps, comme je l'ai dit souvent, le corps est un pinceau. Le corps de l'acteur est un pinceau. François, vous avez dit dans la discussion préparatoire qu'on a eue, vous avez dit, quand on voit un spectacle d'Omar Porras, on se souvient des gestes. Oui, c'est ce que vient de dire Omar Porras me semble essentiel parce que la scène théâtrale ouvre à une autre scène. Je crois que c'est l'expérience qu'on fait très fortement avec le théâtre d'Omar Porras. Il y a la scène telle qu'on la voit, une autre scène qui est intérieure, qui est à notre insu, qu'on ne connaît pas. On fait une rencontre avec soi-même finalement dans ce théâtre, avec une part méconnue de soi, non reconnue. Lançons le mot inconsciente, à son insu. À son insu, on pense entrer au théâtre et on entre en soi. Donc déjà, ça nous trouble, hein, parce qu'on avait payé pour entrer au théâtre, on n'avait pas payé pour entrer en soi. Ensuite, on n'entre pas seulement en soi, on entre, et ça c'est quelque chose pour moi qui est très intéressant et très mystérieux dans le théâtre d'Omar Porras, on entre sur une autre scène qui est celle de la culture. Je ne parle pas des textes, mais de la culture telle qu'elle est véhiculée comment désigner ça dans les émotions, dans les affects. Il y a un historien de l'art qui m'occupe beaucoup, qui s'appelle Warburg, Aby Warburg, et qui parlait pathos formel. Je n'ai jamais vraiment compris ce que ça voulait dire pathos formel. Mais Omar Porras est un artiste du pathos formel. C'est-à-dire qu'on est connecté à quelque chose qui a été véhiculé dans la culture comme une mémoire, comme des gestes, comme des postures qui ont traversé le temps, et que lui, ici, au TKM, dans cette salle, il y a tout ce temps qui n'est plus, qui devient présent. Et ça m'impressionne énormément. Et effectivement, comme le dit Éléonore Sulzer, ça passe par des gestes qui sont qui sont au-delà du signifiant, pour prendre un terme psychanalytique, c'est comme une lettre, c'est comme une matérialité de quelque chose qui se passe ici et qui est transporté depuis je ne sais où, depuis une autre scène il y a la scène intime et puis il y a cette autre scène qui vient d'on ne sait où et que Omar transmet. Est-ce que ça viendrait justement de ce long travail sur des théâtres qui sont en fait ritualisés, comme le kathakali dont vous parlez, le topeng, qui sont au fond des manières justement de se relier à des mythes anciens? C'est un langage que vous empruntez. Bien sûr, je les souhaite, je l'espère, je les cherche. Mais pas que, peut-être. J'aimerais revenir sur la question de... je disais que l'acteur est un pinceau parce que vous avez parlé du geste. Et donc l'acteur est un pinceau. Il dessine dans l'espace, sur la page blanche qui est la scène, il dessine un idéogramme avec son geste. Son geste qui est rempli de voix, de sons, de couleurs. Et cet idéogramme qui est dessiné,
par son geste, il est éphémère, il disparaît. C'est un éclat, c'est une étincelle. Mais elle reste imprégnée chez les spectateurs. Et nous devons être conscients le long travail que nous faisons, car notre travail, il bénéficie, et c'est parce que nous l'avons voulu, de longues périodes de préparation. On parle bien sûr de la répétition, mais on parle de l'entraînement. La préparation de l'acteur chez nous, elle se passe par un rituel qu'on appelle autrement un training. Mais c'est une mise en condition du corps pour qu'il puisse, l'acteur puisse, une fois préparé physiquement, on puisse lui demander d'aller au-delà de ce qu'il considère qui sont ses limites physiques. Et quand l'acteur arrive à un endroit où il dit « j'en peux plus, je n'ai plus des choses dans mon bagage », là on peut s'arrêter. Mais c'est justement là où le travail commence. Voilà, ça veut dire que dans la scène, de la scène, émerge une autre scène. Et émerge une scène qui correspond à des gestes, à des lettres, à des sons, à des postures qui, au fond, nous habitent, mais qu'on ne connaît pas. Et que dans ce théâtre, ils nous sont révélés. Ils nous sont... on en mesure la matérialité. Et vraiment, pour moi, c'est une question absolument fondamentale de la psychanalyse. Pour faire un petit peu professeur, parce que je suis professeur par ailleurs, honoraire, voilà. Donc, mais je me dis, ça touche exactement à une question que Freud avait à la fin de sa vie, mais à la toute fin de sa vie, dans les dernières notes du Moïse et le monothéisme, où il s'interroge sur ça. Et il dit, les psychanalystes d'individus particuliers nous ont appris que les impressions les plus anciennes, reçues dans un temps où l'enfant n'était guère en état de parler, extériorisent en un moment quelconque des effets. Ok, ça c'est connu, au fond. Il y a des effets de ce qui a été vécu, des traumatismes précoces, de ce qui nous a... Voilà. Et la phrase après, on se dit, bon, on est Freud, on est là à Londres, il est tout à la fin, enfin je ne sais pas s'il l'a écrit à Londres ou à Vienne, ce bout, c'est vraiment le dernier bout. Il ajoute, nous nous sentons autorisés à faire la même hypothèse au sujet des premières expériences que furent vécues par l'humanité tout entière. Oh. Et ici, l'autre scène, puisqu'on a mis ce titre, l'autre scène, eh ben oui, c'est l'inconscient, c'est l'insu, c'est la pulsion, c'est le désir inconscient. Mais l'autre scène proposée par Omar Porras va dans cet espace sans fond de quelque chose des premières expériences vécues par l'humanité tout entière. Et vous avez la capacité de nous confronter à ça avec un effet affectif intense. Soulagement avec Scapin, bon, mais si on prend L'éveil du printemps, qui est une pièce qui m'a beaucoup marqué, de Wedekind, le suicide, à un moment donné, l'avortement, là aussi, c'est des matériaux qui nous dépassent. Voilà, donc pour moi, ça, c'est le centre du laboratoire Omar Porras. Quand l'histoire de travailler avec un acteur, une comédienne, un comédien, ça va au-delà de ce que je l'ai vu faire sur une autre scène, sur un autre spectacle, ou sur ce qui contient son CV. Tout ça, c'est important, évidemment, c'est intéressant. Mais c'est ce qui est le plus important, c'est cet endroit qu'on doit privilégier, cet espace-temps qu'on doit se donner, pour que je puisse sentir ce qu'il y a derrière lui. Pas ce qu'il est à l'instant présent, pas ce qu'il me montre dans l'improvisation. C'est ce qu'il a derrière lui, que je ne le vois pas, mais que je le perçois.
et que je sens que mon travail, pour être honnête avec l'acteur, c'est de l'amener à cet endroit. Car les acteurs qui travaillent avec nous, il faut qu'ils acceptent qu'ils vivent une expérience, un parcours, un voyage intérieur et collectif. Parce que le collectif est très important, ce voyage, ils le font les individus, mais c'est un voyage aussi collectif. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est la nouveauté? On peut l'appeler la nouveauté, mais ce qui est le plus intéressant, et je me suis intéressé sur cette question lorsque j'ai fait la rencontre avec Richard Schislak, Ludwig Flaschen, qui étaient les grands acteurs de Jerzy Grotowski dans le théâtre laboratoire, et avec Grotowski lui-même, c'était retrouver l'ancêtre. Chaque vertèbre est un de nos ancêtres. Nous sommes constitués, nous sommes une généalogie qui vit en nous. Et ces ancêtres, chaque vertèbre, pour faire une métaphore, chaque vertèbre contient une information que l'acteur, si on ne lui permet pas ce voyage, il ne pourra pas la découvrir. Donc ce n'est pas que de mon intérêt esthétique de les pousser à faire une chose ou une telle chose, c'est quelque chose de profondément intime qui fait que l'acteur lui-même, il se dépasse. Et quand il se retourne, il dit « Diable, j'ai fait ça ». Et ça, c'est votre côté chaman, peut-être. Je ne sais pas si c'est le mot chaman, mais je considère de toute façon que du moment qu'on décide de travailler avec un collectif, il faut assumer beaucoup de choses comme certainement les psychanalystes doivent le faire, c'est de se confronter à tout ce qui véhicule une personne, un être humain et un collectif. Donc mon travail, c'est de fédérer, de harmoniser toute une société qui vit en chacun d'eux pour que je puisse, pas en tirer profit, mais pour que je puisse trouver les fils, le fil d'Ariane, le fil d'or qui va m'aider à créer un tissage. Et ce que vous voyez, le spectacle, c'est un tissage. Oui, c'est un tissage de ce qui est à l'insu de soi. C'est un tissage des insus. Et donc, un tissage des inconscients, si on veut, qu'on peut mettre vraiment très loin, là, dans cette idée. Vous savez, quand on dit comme ça l'inconscient, c'est aussi l'insu collectif. Hein. Un peu plus loin, Freud il dit il s'agit de quelque chose de passé, de disparu, de dépassé dans la vie des peuples que nous risquons à comparer au refoulé dans la vie psychique de l'individu. Donc c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Et il dit, bon, vous savez qu'il avait pas mal de tensions avec Jung, Freud, et il dit, mais ce n'est pas un inconscient collectif. Il dit, parce que tout inconscient a cette caractéristique-là. Hein. Simplement que ce n'est pas si évident d'y accéder. On peut y accéder par le mythe, on peut y accéder par le conte, pour prendre un thème poracien. On peut y accéder par certains types de mise en scène, mais je crois que c'est là qu'est l'effet de ce théâtre si particulier et qui, au fond, nous remue, nous transforme, nous véhicule, parce que tout à coup, on est propulsé à la fois dans la partie la plus intime de soi et en même temps dans une autre scène qui vient d'on ne sait où, mais justement, on sait un peu d'où, si on suit les mythes, les contes, etc. Et je rebondis sur cette question. Il y a quelques jours, le comédien qui joue le rôle d'Escapin, Laurent Natrella, me disait, mais c'est Omar, on avait déjà travaillé ensemble à la Comédie Française, c'est lui qui avait joué le rôle de Pedro dans le Lope de Vega que j'avais mis en scène. Et il me dit qu'il est fasciné de voir que avant chaque représentation, je lui propose des choses encore et je change des choses. On change, on répète beaucoup, tout le temps. Et il ne me demandait pas pourquoi, mais je lui disais, mais ce que vous êtes en train de faire devant les spectateurs ou en répétition, vous ne faites qu'ouvrir des portes à mon imaginaire. Vous m'ouvrez des portes. Je vois
ce terrain infini, permanent. Donc c'est pour ça que ça change aussi, ça évolue. Et eux-mêmes, ils s'ouvrent des portes, mais je dis, tu viens d'ouvrir une porte. Où? Va. Et il va. Et encore, il va trouver ce labyrinthe interminable, ou ce toboggan plutôt que labyrinthe. Aussi, c'est un labyrinthe, parce qu'on se perd. On se perd souvent. Oui, Léonore, non, mais je pense qu'il faut un metteur en scène quand on se met dans un pareil perspective. Hein. C'est-à-dire, si on dit la scène, l'autre scène qui est l'inconscient intime, l'autre scène qui est ce qui vient d'on ne sait où, transmis, il faut vraiment, quand ça s'actualise, un metteur en scène. Est-ce que... Enfin, je prends la parole parce qu'il y a une chose qui me frappe. Non, mais c'est ce qui est écrit derrière moi. Hein, les rêves sont le cœur sacré de notre imagination. Et dans la façon dont Omar Porras présente son théâtre, le rêve revient tout le temps. Et là, il me semble qu'on a un terrain qui continue, qui prolonge ce qu'on vient de dire, hein. À la fois les mythes, la psychanalyse et le travail comme ça de mise en forme et de mise en scène, puisque le rêve peut être une sorte de mise en scène. Le rêve éveillé. Ouais. La répétition, c'est un rêve éveillé. La répétition, c'est une série. On décide d'organiser un parcours des situations dans un certain ordre et sans cesse, on ne trouve que des imprévus, que des choses qui naissent en immédiat, des accidents. Et quand l'acteur dit « Ah, désolé », il dit « Non, sois pas désolé, c'est à partir de cet accident qu'on construit quelque chose. » Je trouve une certaine justesse pour ne pas dire vérité, mais je dis cet endroit-là, c'est un endroit qui s'ouvre à nous. Ah, c'est très bien ce que vous venez de dire, si je peux me permettre, de trouver ça très enthousiasmant et très précis. Parce qu'au fond, c'est toute la question qui a fait dire à la psychanalyse que le rêve, l'inconscient, c'est l'autre scène. Hein, c'est-à-dire qu'il y a ce basculement, il y a une figuration de quelque chose qui a à voir avec des représentations inconscientes, des désirs inconscients, des pulsions, n'est-ce pas? Et au fond, tout ça s'actualise où il y a une figuration, parce qu'au fond, le rêve met en scène. C'est les grandes formations de l'inconscient. Le rêve, lapsus, acte manqué, oubli, c'est des grandes formations de l'inconscient. Mais le rêve, c'est là que Freud a dit, le rêve, l'inconscient, c'est l'autre scène. Hein. Il a utilisé ce terme, l'autre scène. Moi, je dirais, le théâtre est structuré... Non, l'inconscient est structuré comme un théâtre. Là, quand on disait l'inconscient est structuré comme un langage, on pourrait dire l'inconscient est structuré comme un théâtre. Il y a une dimension de mise en scène, en particulier dans le rêve. Oui, je pense juste une image qui apparaît, c'est quand un acteur, quand on est en représentation, la salle est pleine et il y a un accident. Je suis fasciné. Je vois des metteurs en scène qui sont paniqués. « Ah, non, mais ça ne va pas, ça ne joue pas. » Moi, je trouve ça fascinant parce que là, j'ai dit, hé, les enfants, jouez. Qu'est-ce que vous allez faire? Et c'est là où le théâtre rebondit de nouveau. Il va alors ça veut dire que le théâtre est proche des formations de l'inconscient. Parce que bon, là, j'ai fait l'apologie de l'inconscient mémoire, de l'inconscient culture, de l'inconscient déjà là, phylogénétique, comme on dit, transmis par des voies inconnues. Mais là, il y a quelque chose qui est une autre version de l'inconscient. C'est l'inconscient surprise. Un surgissement. La caractéristique de l'inconscient, c'est quand même tout à fait autre chose aussi. C'est-à-dire, il y a deux inconscients, on pourrait dire. Un inconscient répétition, automatique, un inconscient déjà là, système de traces, et puis un inconscient coupure, surprise, inédit, tuqué, contingence, un surgissement, avec cette caractéristique de l'inconscient qui est d'ignorer le temps, d'ignorer le lieu
il est adimensionnel, il ignore la contradiction, il ignore la négation. Donc si, comme dans le laboratoire Porras, on est un incroyable expérimentateur de cet inconscient mémoire, de cet inconscient trace, c'est inévitable que surgissent tout à coup que surgissent des surgissements, je suis tautologique, mais enfin, je comprends que je dis ça, que surgisse quelque chose qu'on ne maîtrise plus, une discontinuité, une création. Et c'est pour cette raison que nous prenons le temps de la préparation de l'entraînement. Par exemple, le spectacle qui se joue aujourd'hui, il y a 4 comédiens qui travaillent depuis à peu près 14 ans là avec moi, et qui sont là, ici présents, et que je salue. Et tous les parcours qu'on a fait ensemble, à savoir que quand on a créé la pièce la première fois, les comédiens doivent savoir tous les textes, pas son texte, parce que je ne distribue pas. C'est toute la pièce entière que l'acteur doit la connaître. Parce que Peggy, par exemple, Peggy Diaz, qui joue le rôle de Monsieur Argonte, elle a fait un escapin et elle était impressionnante, ces escapins. Mais au bout d'un moment, quelqu'un a pris le relais, c'était quelqu'un d'autre, et c'est qu'elle avait vécu de l'expérience de l'acteur précédent qui avait fait escapin, elle a pris pour se nourrir. Donc c'est des athlètes de l'inconscient. Ils sont capables d'une manière, des pentathlètes, je dirais, oui. Des pentathlètes de l'inconscient, qui sont capables de rebondir dans n'importe quelle situation. Je cite encore Alexandre Etève, qui est venu dans ce spectacle, qui est devenu un maître du travail de l'acteur. Il est venu comme œil extérieur pour m'aider, parce qu'il connaît le travail et les acteurs. Et il y a eu un pépin, on a dû se séparer d'un comédien qui devait jouer un des rôles qu'on avait déjà destiné. Il a pris ça en quelques jours, en 2 jours, alors qu'il n'avait pas joué ses rôles à la création. Donc il faut que les spectateurs, et je profite pour faire une parenthèse, c'est extraordinaire cette rencontre, merci beaucoup Éléonore et François, parce que c'est une manière aussi de vous présenter notre travail et de nous interroger pour que vous sachiez que le travail de l'acteur est un parcours extraordinairement périlleux, parce qu'il faut les aimer, il faut qu'on s'aime pour être capable d'aller à des endroits pas possibles et avoir cette exigence non seulement des capacités mentales d'apprentissage, mais physiques, morales, éthiques et d'humilité. Parce qu'il faut être humble de se mettre à cet endroit-là pour défendre le projet d'une société. Ce n'est pas que mon rôle, mon petit rôle. Et là, c'est des acteurs qui sont... Il n'y en a pas beaucoup comme ça, malheureusement. Et c'est une école. Ça, c'est une école. C'est tout un état d'exigence. C'est une transmission, on peut dire aussi. Total. C'est-à-dire que les acteurs sont des interprètes. Il y a beaucoup de psychanalystes dans ce truc. Il y a l'acteur, le metteur en scène, le texte, le passé. Donc c'est vraiment... Il y a foule sur le divan, quoi. C'est très fatigant pour moi, là, cette épreuve, quoi. Mais au fond, c'est-à-dire qu'il est à la jonction d'être à la fois parlé par tout ce qui est à son insu, parlé par le texte, parlé par la mise en scène, parlé par la présence des autres. Il est à la fois parlé et en même temps il parle. Et c'est à ce point de jonction que se réalise une opération qui doit être dans une temporalité précise. C'est-à-dire que si on parle sur, c'est déjà trop tard. Si on parle trop tôt, ça ne va pas non plus. Il faut être vraiment dans une synchronie, dans une immédiateté. Et ça, je trouve que c'est la chose étonnante, parce que au fond, on doit interpréter quelque chose, mais cette interprétation est en même temps une création. Je ne sais pas comment le dire. C'est-à-dire que si on fait que interpréter, répéter, au fond, c'est comme une conférence qu'on aurait préparée et qu'on lit devant un public vaste. C'est triste, c'est ennuyeux. C'est cuit, quoi. Oui. Bon, réchauffer peut être bon quand même des fois, ça dépend. Il y a des soupes toscanes qu'on réchauffe à l'infini. Mais là, ce n'est pas l'enjeu, c'est que ça se passe au présent.
dans l'instant. C'est pour ça qu'on est convoqué et que le théâtre est un art vivant, comme on dit. Mais enfin, c'est pas rien de dire ça. C'est vivant, c'est du vivant. Les captations, ça fonctionne pas du tout la même chose que quand on est là, dans la synchronie, tous ensemble. Voilà, donc bon, bref, je me tais. Non, non, pas du tout. Continuez, François. Non, ce que je voulais rebondir sur la surprise, sur l'acteur qui doit être prêt tout le temps à toute surprise, être un athlète du moment, de l'instant. Et je pensais à ce que vous aviez dit sur quand on préparait cette rencontre, sur le fait que c'était un théâtre qui s'adressait non pas à tous, mais à chacun. Parce que les surprises, elles sont non seulement dans le moment, mais aussi perpétuellement là sur scène. Vous la créez en permanence aussi pour le spectateur et pour chaque spectateur. J'aimais beaucoup ce que vous avez dit là-dessus et je me demande si vous pouviez revenir sur cette idée, au fond, d'un théâtre multiple, polysémique tout le temps. Bien, il y a cette question de ces fameux quatrième murs qui existent entre les spectateurs et le plateau. On assiste beaucoup, et il y a de très bons théâtres et de très grands metteurs en scène qui sont capables de faire des spectacles où nous pouvons converser ici, nous trois, et voilà, on raconte notre histoire, et puis là-bas, on s'assoit très commodement, et on dit, ça c'est leur problème, ça c'est leur histoire. Et on assiste à un événement qui a lieu qu'ici. Bien, ces quatrième murs, et disons que c'est grâce aussi aux expériences que j'ai vécues dans des rituels, par exemple, voir une soirée, passer une nuit dans une soirée, un rituel de Kathakali en Inde, au Kerala. Les enfants montent sur la scène, les chanteurs ils descendent, les danseurs, ça mange, ça crie, d'autres se couchent. C'est cette accessibilité et qui n'est pas permis dans notre théâtre d'aujourd'hui parce qu'on a décidé de créer une barrière, un espace, une contrainte, un mur qui nous sépare. Alors, si vous l'avez remarqué, le théâtre que nous faisons, il vous parle à vous. Hein? Moi, je dois dire quelque chose à François Ansermet et je ne me tourne pas pour parler à François Ansermet ou à Éléonore. Je ne lui dis pas ça. Je dis, Éléonore, est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de vous dire? Répondez-moi tout de suite. Faites quelque chose. Hein? J'espère bien. Et voilà. Et c'est ces rebondissements, c'est ce contact immédiat avec vous, les spectateurs, parce que là, il faut rajouter sur les divans encore les spectateurs, parce que c'est eux qui nous donnent la respiration, c'est eux qui nous amènent le parfum, les parfums de la vie immédiate, de la sortie du métro. Pour ceux qui connaissent mon travail ici, si vous avez vu La Vieille Dame, L'Histoire du soldat ou Ma Colombine, les spectacles où je joue, moi, en tant que comédien, je ne peux pas être enfermé dans la loge avec mon maquillage et me préparer le public. Non, moi, bien avant, je suis avec vous. Parce que j'ai besoin de rentrer, de connaître, de sentir le public d'aujourd'hui, qui n'est pas les mêmes d'hier. Et ce contact immédiat avec les spectateurs, qu'est-ce qu'ils amènent aujourd'hui? Et c'est chaque fois nouveau. Et ça me recharge. Et quand je rentre en scène, je sais déjà qu'on est ensemble. Ouais. Et ces contacts invisibles. Non, mais ça, c'est très bien dit. Au fond, bon, quelle matinée. Maintenant, il y a encore tous les spectateurs sur le divan. Donc, vraiment, il y a beaucoup de monde. Mais enfin, ce qu'on a comme idée... Ça va nous coûter cher. Oui. Ce qu'il y a comme idée, c'est que des fois, on peut avoir la représentation de la scène comme quelque chose qui vient de la scène vers le spectateur, qui serait en position passive, dans une certaine mesure. Alors que le spectateur, il est en position active. Il y a une force qui vient de la salle vers le théâtre. Et qu'au fond, cette force qui vient de la salle vers le théâtre crée aussi le théâtre. Donc, dans une certaine mesure, le spectateur est une sorte, en toute humilité, d'acteur qui va se mettre en jeu au présent dans une sorte de synchronie mystérieuse dans l'acte théâtral.
Mais j'ai entendu des collègues dire oh, ouais, le public, il faut qu'on fasse notre travail et le public. Mais moi je me dis, mais ça ne va pas. Si nous, on les fait, moi, je les fais pour vous. Et pas que pour vous, avec vous. Et c'est pour ça qu'il y a un moment donné, dans la répétition, on sent que le spectacle, même s'il est prêt, il n'est jamais prêt. Si on nous donne une semaine de plus, il nous manquera encore une pour répéter. Mais même si le spectacle, on considère qu'il est déjà le plus prêt pour le présenter au public, il est en quelque sorte comme dans un état comme un moribond. Le spectacle, il est vivant, mais il est moribond. Et s'il n'y a pas les spectateurs qui viennent, c'est pour ça qu'on dit, là, il leur faut les spectateurs maintenant aux acteurs. Et quand vous rentrez dans la salle, que ça soit 2, 3, une personne suffit pour qu'un groupe de 10 acteurs connecte avec la personne et commence un lien, une communication de vie, et la sève de l'inspiration, de l'imaginaire commence à être fluide, c'est va-et-vient permanent. Ah oui, non, c'est une création dans l'instant, avec une dimension qui se fait pas tout seul, quoi, que l'acteur et le metteur en scène se font avec le spectateur avec la mise en scène, et que dans un surgissement adimensionnel, synchronique, totalement surprenant, pof, ça se réalise, quoi. Et ça, c'est une création, c'est une caractéristique de la création. Pour créer quelque chose, il faut des choses inscrites, il faut des traces. C'est comme l'improvisation, en fait, en musique, j'imagine. Il faut des choses inscrites, et il faut pouvoir les recréer dans l'instant. Et si on ne les recrée pas dans l'instant, ça n'a pas lieu. Ce n'est pas un théâtre pour chacun. C'est un théâtre pour tous. C'est un théâtre, c'est comme si on n'est pas monté dans le train, quoi. Le train est parti sans nous, n'est-ce pas? Donc il faut être vraiment juste là, un point d'accroche qui doit se réaliser. Ça, c'est pour le comédien, mais le spectateur, lui, il voit parfois plusieurs spectacles, ou en tout cas, on ne voit pas forcément le même spectacle que son voisin quand on vient voir un de vos spectacles. Oui. Non, heureusement, et c'est pour ça qu'il faut venir voir 3 fois les Fourberies. 3 fois par semaine. On joue 6 semaines. Parce que quand vous venez la première fois voir les spectacles, vous voyez ce qu'on vous montre. Quand vous venez la deuxième fois, vous commencez à voir ce que vous voulez voir. Vous commencez à regarder, c'est comme aller voir un tableau. On va voir un tableau, on est attrapé par les tableaux, que ce soit par les contenus ou que par les cadres, et on revient, et chaque fois, on découvre que finalement, comme l'a dit Daniel Arras dans cet ouvrage magnifique sur la peinture, on n'y voit rien. Et il nous apprend à lire. Et l'escargot qui passe tout en bas du tableau, infime ce petit escargot, mais là, il y a tout le contenu de toute la mystique chrétienne, le parcours long et sinueux, périlleux. Mais l'escargot explique tout. Hein. Donc l'escargot entre la Vierge et l'ange Gabriel, nous on a fait tout un travail où une collègue historienne de l'art est devenue complètement perdue dans les escargots, hein, parce que c'était cet escargot qui était au fond le signe de mort dans la procréation, c'est-à-dire la procréation, mais en même temps la vie et en même temps la mort. Et bon, cette idée qu'il faut revoir plusieurs fois le spectacle, ça a à voir avec la psychanalyse au fond, parce que là aussi, il faut faire des séances multiples pour qu'on cesse d'être le maître dans la maison et qu'on fasse connaissance de quelque chose qui nous habite, qui nous agite, qui nous empêche et qui occupe tellement de place dans la vie de chacun, mais également tellement de place dans le malaise, dans la civilisation. Hein. Il faut pas mal de travail pour défaire cette force de répétition mortifère qui peut prendre tout un peuple. Et donc, voilà. Pourquoi on doit répéter ?
Parce que, comme le disait Lacan, pour faire un peu, on ne répète qu'une seule fois. C'est extraordinairement compliqué de répéter. La répétition, elle est toujours dans des caractéristiques uniques. C'est ça la force de la répétition. C'est très juste. Je vois les yeux des acteurs. Exactement, on ne vient pas, on n'arrive jamais à la même scène, dans le même état, même si on la répète. Il y a des tableaux qu'on peut répéter 40, 50, 60 fois, juste une entrée. Juste une entrée. Je ne sais pas comment vous faites pour faire ça, c'est vraiment angoissant. Hein. Parce que moi, je le dis, mais c'est comme Héraclite qui dit on ne se plonge jamais 2 fois dans le même fleuve, parce que ce n'est pas le même fleuve, et puis parce que soi-même on a changé. Hein, parce que c'est aussi ça, on voit une fois le spectacle, il nous transforme. On le revoit une deuxième fois, on est déjà autre. Donc au fond, ce point de... C'est très juste, c'est très intéressant, parce que oui, on ne se baigne pas, on ne plonge pas dans le même fleuve. Mais souvent, ce qu'on s'aperçoit, on ne se rend pas compte, mais il faut voir. Il faut être écouté quand on est en répétition, quand on est metteur en scène et quand on est acteur à la fois. C'est qu'on est dans cette rivière, mais souvent on est dans une espèce de, comment on appelle ça, de tourbillon. Et on croit qu'on est dans les mouvements. Et on ne peut lâcher l'acteur, quand je dis le lâcher, c'est-à-dire le libérer de cette enquête à laquelle on l'invite, c'est seulement quand on sent que lui, il se libère, et une fois qu'on a répété 50 fois, 30 fois, 10 fois, l'acteur, il trouve son parcours. Et une fois que le personnage naît, parce qu'il y a une naissance, la naissance du personnage. Quand on voit un personnage naître, c'est une fulgurance. On est tous là, on n'a rien à dire. Là, il n'y a pas de metteur en scène qui prend une décision. C'est le plateau qui décide. C'est l'évidence que parfois l'assistante me dit « Omar, lâche-le, ça fait 6 heures que tu es avec le pauvre, tu vois, il n'a pas mangé. » Laisse. C'est un processus, c'est un accouchement. Et puis, ceux qui ont peur de faire du théâtre ne sont pas capables de faire ça. Ils font des spectacles, ça c'est autre chose. Mais nous, on fait du théâtre. C'est un parcours. Donc, une fois que l'acteur est dans son processus et quand on assiste à la naissance d'un personnage, c'est une évidence. Et nous tous, nous sommes époustouflés et on dit Dieu merci. Il est né. Et une fois que le personnage il est né, il est libéré parce qu'après il met des talons hauts, il met des perruques, il se déshabille, et on comprend tout et on dit c'est lui, il est habité. Olivia, qui joue le rôle de Madame Géronte, Olivia Darling. Mais elle est affreuse, ce personnage. Quand on l'a vu naître, on a dit, mais mon Dieu, mais c'est terrible. C'est Margaret Thatcher et à puissance 10. Mais c'est écrit que c'est un homme qui doit jouer ce rôle. Mais elle a fait ça d'une justesse tellement grande que Molière, il m'a appelé, il m'a dit, oui, Omar, t'as raison, il faut les garder. Et parce qu'on parle avec eux, on est avec eux. Et puis Peggy Diaz, hein, cette douce, jeune, belle femme que vous voyez dans les foyers, blonde, magnifique, c'est elle qui joue cet horrible monsieur Argonte. Et beaucoup d'entre vous, vous n'imaginez pas que derrière ce personnage masculin, ce père tyrannique, il y a une femme. Lève-toi, Peggy, s'il te plaît. Hein? Voilà. Donc, il y a une certaine, comme si, c'est une naissance, c'est une apparition. Oui, c'est une naissance. J'allais dire que vous hésitiez j'allais dire comme une naissance. C'est une naissance après coup. Hein. Et au fond, c'est aussi l'enjeu de tout travail psychanalytique, de tout travail de changement de soi. Un art vivant aussi, la psychanalyse. Un art vivant aussi, c'est de
permettre, merci Éléonore, de permettre de naître après coup. Hein, au fond, parce qu'au fond, il y a les conditions d'origine, mais l'essentiel se joue pas dans l'origine pour quelqu'un, c'est dans le devenir. Alors évidemment, le psychanalyste Homo Arporas fait qu'une femme devient un homme devient une femme, tout est extraordinairement chamboulé. Peut-être que ce n'est pas le cas toujours dans un travail psychanalytique, mais au fond, il y a qui on est, d'où on vient, mais l'enjeu, c'est ce qu'on devient. Et ce qu'on devient, c'est différent de là d'où on vient. Et j'adore le terme tourbillon que vous avez dit. Parce qu'au fond, pour moi, c'est un terme repère, pour ceux qui connaissent ce dont je m'occupe, le tourbillon du devenir. Hein. Benjamin disait, l'origine se prend dans le tourbillon du devenir. On est emporté. Malheureusement, des fois, on est tellement emporté qu'on manque d'un metteur en scène. Il faut aller trouver Porras d'urgence en disant « Allô, je suis dans un tourbillon, faites quelque chose. Hein » Parce qu'il faut peut-être quelqu'un qui dit « Oui, oui, c'est une naissance, oui ». Peut-être c'est le groupe qui le dit, je ne sais pas comment ça se passe, ou si c'est le metteur en scène, ou si c'est comme ça quelque chose qui survient. Mais il faut reconnaître cette naissance après coup pour qu'elle opère. Alors, elle est collective. Ce n'est pas que moi. Parce que nous sommes... ce mot collectif, c'est communautaire. C'est communautaire. Parce que je travaille avec les regards des acteurs, des autres. Ici, on ne répète pas, quand un acteur travaille, les autres ne sont pas en train de jouer aux cartes ici, dans le foyer. On est tous dans l'urgence de cette naissance, de cet accouchement, de cette sorte de révélation dont on a besoin pour que, sinon la pièce n'avance pas. Ça peut être un personnage qui ne rentre qu'à une scène, mais si le personnage n'a pas cette épiphanie, cet acte magique, la magie n'opère pas. Donc, tout à l'heure, vous m'avez posé la question si c'était une sorte de chamanisme. Oui, parce que les acteurs, ils vous font du bien. Vous vous sentez bien quand vous voyez un spectacle. Vous êtes heureux, heureuse. Vous dites, waouh, c'est super ça. Donc, vous avez assisté à une séance de médecine. C'est ça, hein, vous dites que le théâtre est une maison de médecine. Et donc, c'est des guérisseurs. Les acteurs, c'est des guérisseurs. Et à la fois, ils me rendent guérisseur et ils me guérissent. Parce que quand je vois cette apparition, cette révélation, parce que c'est des révélations, et ça permet que ce qui surgit va incarner quelque chose qui était figé dans un texte. Et il y a cette apparition magnifique. Je reviens à la phrase de Lorca que je cite toujours, où il dit que le théâtre est la poésie qui sort du livre et ses faits humains. Et ses faits sont. Elle crie, elle chante, elle pleure, elle désespère. Vous êtes d'accord avec l'idée du théâtre soin, en fait? Oui, mais tout à fait. C'est-à-dire que c'est le théâtre, c'est la question de l'efficacité symbolique. Hein, c'est-à-dire que par la figuration, quelque chose est transformé. Même si on pense figurer exactement ce dont il s'agit, comme peut-être un rêve qui va figurer quelque chose, le fait qu'on le figure le transforme. Et pour moi, il y a une grande proximité entre l'efficacité symbolique du théâtre et penser comme on vient de le discuter, et l'efficacité symbolique de la parole. Hein, c'est-à-dire la parole, elle est toujours de chacun. La parole, elle s'approprie le système de la langue, pour dire quelque chose de soi. Mais en même temps, la parole, quand elle parle, elle change le système de la langue. Elle transforme la langue. Ça a bougé. On ressort, on n'est plus comme avant. Et je crois que ce mouvement-là, il est effectivement... Alors bon, est-ce que le problème, c'est qu'il y a des cultures qui ont maintenu un savoir et une confiance dans l'efficacité symbolique. Et peut-être pour ceux qui
qui délirent, qui sortent du sillon, ceux qui sont très angoissés, qui ont une perte du rapport à la réalité. Il y a un chaînon qui s'est cassé et ils doivent peut-être, par une pratique créative, par une pratique symbolique, reconstituer même la culture dans laquelle on est. C'est pour ça qu'on peut s'intéresser énormément à l'art de ceux qui sont en dehors des circuits de l'art. Je dis ça parce qu'il y a Lucienne Perry qui est là face à moi. Mais donc c'est pas parce que je pense que c'est un point important, c'est-à-dire qu'il y a un chaînon manquant et d'avoir une pratique symbolique à une efficacité symbolique. Celle du conte, c'est comme un médium, le conte, médiateur, qui met en connexion des représentations avec la culture. Donc, des fois, dans un service de psychiatrie d'enfants et d'adolescents, comme j'ai eu l'occasion d'être responsable pendant énormément d'années de ce genre de dispositif, il y a des gens qui sortent du lien social. Ils sont trop angoissés, et puis peut-être d'un côté il faut les soigner, mais de l'autre côté il faut œuvrer à reconstituer le lien à la cité, le lien à la culture, le lien à quelque chose duquel ils se sont détachés. En même temps, dans leur détachement, ils nous disent une vérité sur ce lien. Donc c'est comme le mouvement entre l'acteur et le spectateur, entre la scène et la salle. C'est quelque chose d'actif où c'est vraiment la société qui est en jeu, autant que l'individu, autant l'intime que le collectif. Et vous avez dit la fonction du symbole, le symbolique, le symbolisme, la fonction du symbole. Et c'est quelque chose qui me semble indispensable que nous, en tant que société, on puisse comprendre à quel point le théâtre, l'art en général, mais le théâtre en particulier, parce qu'il rassemble tous les autres arts, et le théâtre est l'endroit où la collectivité a la possibilité d'interroger les symboles, de construire des symboles, d'affirmer des symboles. Je pense que la difficulté que nous traversons aujourd'hui, la difficulté dans laquelle l'humanité est depuis toujours, mais de plus en plus car l'urgence elle est plus grande, ce confinement nous a permis de nous interroger sur beaucoup de choses. Et quand on a dit si le théâtre était ou pas nécessaire, et c'est le moment qu'on prenne, nous, société, et nous, spectateurs, parce que je suis aussi spectateur, et qu'on prenne en main la responsabilité que nous avons de défendre ces lieux, ces territoires de parole, ces territoires de construction des valeurs symboliques de notre société. On dit souvent, oui, il faut faire un monde meilleur pour nos enfants. Et moi, j'ai dit, il faut faire des meilleurs enfants pour un bon monde. Et c'est en amenant les enfants au théâtre, c'est en faisant des théâtres aussi pour les enfants. C'est de montrer à Molière où les gamins de 8 ans, de 7 ans, de 10 ans, qui est le cas, qui viennent avec ses parents et qui disent « Waouh, ça fait 4 siècles que ça existe ». Donc cette responsabilité, lorsque nous avons le langage, la parole, une langue, la langue française, qui est une langue magnifique, et il y a, ouais, mais c'est vieillot, Molière, on ne comprend pas. Il y a d'autres symboles qui sont construits là et qu'à travers cette langue âgée, pas vieille, mais sage des 4 siècles, elle véhicule beaucoup de choses. Oui, pour moi, ce que vous dites, bien sûr, c'est bien au-delà d'une maison de médecine. C'est bien au-delà. C'est-à-dire que c'est une mise en acte, en actualité de quelque chose qui nous constitue et qui constitue le devenir du monde, quoi. C'est ça, un théâtre. C'est là où le monde se met en jeu. Mais d'un autre côté, il faut reconnaître que c'est une... Je sortis mon petit carnet parce qu'il y a un article que j'ai trouvé de Claude Lévi-Strauss sur les pratiques symboliques, et il dit les pratiques symboliques à l'œuvre là où on ne savait qu'effacer ou charger de chaînes les malades mentaux. C'est-à-dire qu'il y a le côté opérateur des pratiques symboliques.
Dissiper un trouble mental consiste à le transfigurer en œuvre d'art. Cette phrase de Lévi-Strauss, elle est formidable. C'est-à-dire, il faut le transformer en œuvre d'art. C'est pas un truc en plus, la pratique de l'artiste. On dit, voilà, il y a tout, il y a l'industrie, il y a l'énergie, il y a le pétrole et tout, mais en plus, on va faire un musée dans le désert. Non, c'est vraiment une pratique symbolique mise en acte pour transfigurer un malaise en œuvre d'art. Et le théâtre, il est formidable par rapport à ça, parce qu'il a la caractéristique d'être un art vivant, qui se joue dans l'instant. Alors, il n'est pas seulement une maison de médecine, il est la maison du monde tel qu'il peut-être être. Magnifique. L'heure tourne, la maison de l'instant. Enfin, tous ces instants, cette présence fait qu'on est aussi dans le temps. Et donc, je ne sais pas si quelqu'un veut exercer son pouvoir symbolique en posant des questions, se montrer créatif. Il est temps, peut-être, à moins que voilà, nos invités sont là, en présence. Et donc, y a-t-il des questions dans la salle? Oui, après avoir dit que les gens devaient être des athlètes de l'instant, c'est plutôt compliqué de se trouver dans cette position. Oui, c'est vrai. Comment est-ce que ça a été dit, des athlètes de l'instant, hein, des pentathlètes de l'inconscient. Oui, des pentathlètes de l'inconscient. J'ai corrigé les pentathlètes en pensant à Nietzsche dans le... Oui, à Nietzsche, bref. Ça fait un peu surprise, abrupte, de passer la parole à la salle. Mais... Passionnant. Je ne sais pas si François, vous voulez... Non, je pense que c'est ce que j'ai dit en ouverture, en lisant les fragments de Freud sur Moïse, le monothéisme. Enfin, l'enjeu, il est aussi, au fond, le symbolique, il est plastique, il se transforme par la parole de chacun. À chacun son spectacle, et en même temps, un spectacle sur tout, c'est que, au fond, le spectacle a aussi comme fin, comme d'ailleurs la psychanalyse, enfin, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais c'est par enthousiasme, suite à votre question, mais de traiter le malaise dans la civilisation. C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'à partir d'une pratique de la parole, d'une pratique vivante, tout peut changer, pour l'intime et pour le collectif. Traiter le malaise de la civilisation. Oui. Très fort. C'est justement... en quelque sorte, c'est l'idéal, c'est notre fonction. Je pense que les gens du théâtre engagés, qu'ils soient sur les plateaux, à diriger une école de théâtre, à diriger des comédiens, des comédiennes, la fonction, elle doit être adressée à la réponse à la civilisation. Et je profite, nous sommes aujourd'hui, le TKM devient de plus en plus une île continent, parce qu'on est nombreux. Et vous êtes nombreux, nous sommes nombreux. Et puis autour, il y a une nouvelle cité qui est en train de se construire.
Et je vous invite, mesdames et messieurs, réfléchissons ensemble quelle sera la place du théâtre dans un complexe urbanistique énorme qui risque peut-être, je ne crois pas que ce soit le but, mais peut-être d'étouffer toute cette poésie, toute cette âme, tout cet esprit qui a été construit à travers des symboles, une généalogie d'acteurs, de comédiennes, des hommes et des femmes qui ont construit ce théâtre si beau, et que nous avons reçu aujourd'hui comme un patrimoine, mais que nous sommes des passages ici, nous artistes, et notre responsabilité, c'est de veiller pour que ces symboles continuent et qu'ils ne soient pas effacés que par l'évolution et que par le développement et que la commodité. Je pense que nous avons la chance d'être dans un lieu exceptionnel, un lieu magique, un lieu qui devrait devenir patrimoine architectural de notre société. Parce que ça comme je répète souvent, quand on est arrivé ici avec l'équipe du théâtre Malandro, quand j'ai été nommé comme directeur, on s'est assis la première fois et il y en a un qui voulait la moquette rouge, l'autre dessiner un ciel, l'autre il voulait des nuages. Et je les écoutais et j'ai trouvé ça fascinant. Mais j'ai dit, OK, on va changer tout. Mais à une condition. Si vous bougez une table ou si vous enlevez un clou, demandez avant à la table et à ces clous pourquoi ils sont là. Demandez-leur la permission de bouger parce que c'est celles qui étaient avant nous, M. Monta et son équipe. Ils ont mis ça non pas par caprice, mais par nécessité. Et cette nécessité, cette urgence, nous ne pouvons pas la perdre de vue. Nous, je viens de faire un voyage extraordinaire en Amazonie et j'étais avec des communautés et on se rend compte à quel point, je me rends compte à quel point, et vous le savez, nous sommes en train d'écraser ces cultures, d'écraser cette pensée millénaire. Et je cite Watt Davis, l'anthropologue qui dit « Quand on perd une langue, quand une langue disparaît, comme la langue du théâtre, ou le langage de ce que ces acteurs qui travaillent avec nous le font, quand une langue disparaît, c'est un maillon de la connaissance de l'humanité qui disparaît. Donc, soyons attentifs à préserver ces endroits, ces rencontres, je trouve extraordinaires. On devrait se voir plus souvent pour qu'on réfléchisse ensemble sur notre avenir et l'avenir des autres. Oui, mais bon, c'est magnifique ce qui vient d'être dit et c'est à la fois magnifique, enthousiasmant et légèrement angoissant. Hein. Donc ça nécessite une pratique d'espace, ça convoque les architectes de se demander comment... Moi, j'aimerais juste ajouter un propos optimiste, c'est de se dire, si on admet l'inconscient, cette autre scène, qui, au fond, le fait qu'il y ait un devenir, qu'on renaît, qu'il y ait une naissance de l'acteur, une naissance du spectacle, une naissance de quelqu'un qui, dans son devenir, devient autre que ce qu'il était. Une naissance du spectateur aussi. Une naissance du spectateur. Au fond, on est aussi du côté de la vie, quoi. C'est-à-dire que du côté de quelque chose qui ne cesse pas d'être transmis. Au fond, ce que vous venez de dire, c'était déjà dit avec l'escargot d'Arras. L'escargot, il est là au milieu de l'Annonciation, et en même temps, pour ceux qui ont le livre, on n'y voit rien. Non, ou bien c'est peut-être histoire de peinture. Enfin, oui, c'est on y voit. Oui, c'est-à-dire que cet escargot, il est à la fois la mort et la vie, la mort dans la procréation et la vie dans la mort. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est véhiculé, qui a une nécessité d'être véhiculé, quoi. Il y a une pulsion de mort, mais il y a aussi une pulsion de vie. Est-ce qu'on s'arrêterait sur la pulsion de vie? Pas de peur de retourner vers la pulsion de mort. À moins qu'il y ait encore des questions, c'est ça, non? Je ne sais pas. Y a-t-il encore des questions? Il y a beaucoup de timidité peut-être, mais pas des questions. Là, il y a une question, un bras qui s'élève très timidement. Madame. Timidement, oui, mais j'y tiens. Vous avez parlé de la sculpture du comédien, et je me disais qu'il devait bien y avoir quelque chose qui était la sculpture du temps
l'espace, il prend une autre dimension. Je rentre dans une autre dimension et mon temps n'est pas le temps. Parce qu'ici, je... Je vais arrêter le temps. Je peux vous inviter à... Et si je veux avancer, je sculpte l'espace parce que je pousse l'espace. Je compresse l'espace. Et je vais m'asseoir et je peux prendre du temps pour m'asseoir. Donc c'est toute cette conscience, cette précision de tous les niveaux, de tous les rythmes, de toutes les palpitations, de toutes les inspirations, expirations. Ces acteurs qui travaillent ici avec nous sont des maîtres de la fragmentation. Ils ne font pas une ligne. Ils font une infinité de points. Et on voit les espaces. Et dans cet espace invisible, ils sont leur liberté. Leur liberté, bien que je leur ai dit ça, ils sont leur liberté. Car comme m'a dit Ludwig Klaschen, le dramaturge de Grotowski, lorsque je lui ai posé la question, j'avais 22, 23 ans, et j'étais très angoissé dans une répétition, on jouait Tamerlan, Marlowe, un théâtre, une pièce shakespearienne, et j'étais complètement perdu. Et j'ai sollicité un conseil à ce grand maître, et il m'a regardé pendant de longues minutes avec ses beaux yeux bleus, me regarder. La seule chose qu'il a dit, après il s'est levé, il est parti. La seule chose qu'il m'a dit, mais Omar, on trouve, si l'on veut, sa liberté dans une cellule. Et c'est ça que ces acteurs, ils sont libres dans ces espaces infinis. On en revient au corps. On en revient au temps, parce que ce qui est dit là, c'est que il y a, au fond, le temps, c'est pas une flèche du temps, c'est des instants, comme le dit Éléonore, frappée par la question de la fragmentation. La fragmentation, donc entre chaque instant, ce qui était n'est plus, et ce qui sera n'est pas encore. C'est comme ça qu'on peut être libre dans une cellule. Peut-être, enfin, personne n'a envie d'être dans une cellule. Moi, quand vous avez dit une cellule, j'imaginais une cellule biologique, mais après j'ai compris. Je parlais de celle-là et de l'autre aussi, parce qu'en Amérique latine, il y en a beaucoup. Beaucoup de cellules. C'est moi qui suis dans la cellule du temps, qui court. Et sa fragmentation. Et sa fragmentation, qu'on a magnifiquement mise en scène, il me semble. Enfin, je vous remercie, hein, c'était magnifique, ces propos. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous pouvez demander à François Ansermet des ordonnances pour voir 3 fois par semaine Scapin. Pardon, je profite, j'étais en train d'oublier le dimanche 14, Sarah. Pardon? Samedi 15 à 14h. Nous avons la chance d'accueillir ici 2 grandes personnalités, des chercheurs qui travaillent, qui suivent notre travail et d'autres travaux dans le monde. Ils seront ici pour parler avec vous, avec nous. Le sujet, c'est le masque. Donc, il y aura Guy Frex, ancien acteur du Théâtre du Soleil, qui était
dans plusieurs de ses productions à l'époque de Sihanouk, les Richard III, les Richard II, etc., et qui a été directeur du département des études théâtrales à l'université de Besançon. Et l'autre personnalité qui sera ici, c'est Madame Brigitte Prove, qui est la dame qui écrit tous nos programmes, tout ce que vous avez sur les sites, c'est Madame Pro qui les fait. Elle est aussi aujourd'hui à la direction de ce département des études théâtrales à l'université de Besançon. Donc c'est des chercheurs qui connaissent très bien ces sujets. Donc le sujet, ça sera le masque. Oui. Je peux ajouter juste un rappel, une information pour compléter ceux qui viendront voir ça. Moi, je ne serai pas en Suisse à ce moment-là. Mais en ce moment, il y a une exposition des masques de Schtroumpf à Carouge. Qui est absolument extraordinaire, avec 2 films où on le voit lui jeune et plus âgé. Et oui. on voit ces masques. Et si on y va quand même, ça vaut la peine d'aller voir la pièce de Novarina qui est là. Où pendant tout le temps où nous avons parlé, je pensais, je l'ai vu hier, j'ai pensé à ce que tout ça a été mis en œuvre de ce que nous disions. D'accord. Je vais résumer alors pour celles qui n'ont pas entendu. Madame vous invite, et tout à fait, c'est très juste, aller voir au théâtre de Carouge une exposition de ce grand maître suisse Berner Schtroumpf, qui est déjà décédé, qui a fait sœur des masques. C'est lui qui faisait les masques de Benoît Besson, entre autres. Et donc il y a une exposition de son œuvre au théâtre de Carouge, accompagnée de 2 films. Et Madame, elle propose de vous inviter aussi d'aller voir le spectacle de Valère Novarina. Le texte mis en scène, c'est par Jean Bellorini, encore au théâtre de Carouge. Et puis, moi, alors, je profite pour vous inviter à acheter des abonnements, les cadeaux de Noël, déjà. Merci beaucoup.